14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Hier, nous avons évoqué les fantasmes. C'est vrai que c'est un bon moyen de maintenir une libido au top et une belle harmonie dans son couple. Et c'est vrai que rien de mieux que de partager un fantasme pour se sentir encore plus unis sexuellement. Eh bien, figurez-vous qu'on va parler d'une autre manière de se sentir sexuellement réunis, peut-être très différente, mais tout à fait intéressante. Et on va en parler avec Claire Delis. Claire Delis, c'est une amie de longue date. J'aime bien l'appeler la prêtresse tantrique, et je peux vous assurer qu'elle connaît parfaitement bien le tantra, qu'elle pratique depuis de nombreuses années. C'est vrai que le tantra, on le confond souvent actuellement avec le slow sex, qui est aussi une manière de se réunir sexuellement. Et peut-être qu'on va déjà, en introduction, essayer d'expliquer quelles sont les différences entre le tantra et le slow sex. En tout cas, c'est une pratique millénaire, et durant ces 2 heures, eh bien, Claire Delis pourra répondre à toutes vos questions. Vous comprendrez peut-être mieux en quoi c'est bien pour l'harmonie du couple. Vous comprendrez aussi si ça peut vous convenir. Alors, tantra ou tantra pas, c'est à vous de voir. Mais si ça vous tente, eh bien, vous nous rejoignez. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Claire Delis. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Vous êtes l'autrice d'un livre qui s'appelle Le couple tantrique, qui est sorti au printemps aux éditions de la Musardine. Je sais qu'il marche bien. Et alors, l'avantage de ce livre, c'est qu'il est assez grand public, je trouve, sur un sujet qui parfois est un petit peu trop dans les hautes sphères là-haut, hein. Oui, déjà, j'aime bien ce terme prêtresse tantrique. Moi, j'accepte. Vous acceptez. Bon, ça ne me gêne pas. Ça me fait rire, mais c'est bien. Oui, mais il faut rappeler quand même que ce terme prêtresse qui remonte à des millénaires. C'était des femmes qui aujourd'hui on les appellerait des putes, mais c'était des femmes qui avaient, par leur ouverture à la sexualité, faisaient énormément de bien à la société et aux hommes, hein. Tout à fait, et c'était aussi les gardiennes du temple, les prêtresses. Absolument. Le temple. Il y a eu une époque où les prêtresses sacrées du temple, c'était effectivement des prostituées sacrées, mais ça existait dans certains pays, pas partout. Non, c'était notamment dans les pays asiatiques, hein, c'est bien ça? Oui, en Mésopotamie et tout ça. Enfin, je connais d'ailleurs pas tous les endroits où ça existait, mais en tout cas, c'était les gardiennes du feu, et c'était celles qui initiaient les hommes à l'amour. Donc ça s'appelle Le couple tantrique aux éditions de la Musardine, pour ceux qui auront envie d'en savoir plus, parce qu'on ne pourra pas tout dire durant les 2 heures. Alors le tantra, quand vous avez commencé à vous initier au tantra, c'était pas quelque chose encore de très très connu, je trouve, en France. Celle peut-être qui était la plus connue, c'était Margot Hano, c'est bien ça? Margot Anand. Pardon. On n'en parlait déjà pas tellement encore, enfin elle était déjà en activité, mais pas en France, hein. C'était vraiment aux États-Unis. Effectivement, on était les précurseuses, on était 3 femmes qui ont commencé à enseigner le tantra en France. C'était, je peux les citer d'ailleurs, Diane Bellego, Bhagavati et moi-même. Je crois que même j'ai peut-être commencé avant, mais c'est vrai qu'à l'époque, personne parlait du tantra et c'était assez mal considéré, à vrai dire. C'est-à-dire, c'était considéré comme quoi? C'est-à-dire que c'était du dévoiement. Maintenant, c'est très à la mode le tantra, hein. Il y a beaucoup de couples qui y vont, même des gens pas très forcément libertins ou autres, mais ça, à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Tu te rends compte, les femmes qui parlent de la sexualité, c'était... Oui, parce que là, on remonte aux années début des années 80. Oui, 80, non, c'est ça. Oui, 80, je sais pas, oui, 80, c'est à peu près ça. Oui, effectivement, on n'en parlait pas en France, mais bon, ça attirait quand même une certaine frange de personnes qui étaient déjà allées aux États-Unis, ou peut-être un peu les hippies et tout ça, qui regardaient un peu ça d'une façon positive. Mais sinon, le commun des mortels voyait ça vraiment d'une façon très négative. Parce que c'était des femmes qui osaient parler de sexualité? Oui, parce que c'était les femmes qui ont commencé ça. Mais c'est d'ailleurs très souvent la femme qui va emmener le couple pour un premier stage de tantra. Pas toujours. Enfin, en France, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'hommes qui viennent pour les sensations. Mais quand je suis allée en Suisse, j'ai travaillé en Suisse. Alors là, en Suisse, c'est que les femmes qui emmènent les hommes.
J'étais surprise, mais en France, il y a quand même toute une catégorie d'hommes qui viennent seuls en se disant peut-être qu'au tantra, on va trouver des femmes un peu évoluées ou un peu libérées. Après, il y en a qui sont sincères et qui ont une démarche sincère, mais c'est vrai qu'il y a quand même une catégorie d'hommes qui se disent ah ben tiens, peut-être que dans le tantra, je vais trouver des femmes. Alors là, vous mettez déjà les pieds dans le plat, si je puis dire, parce qu'il ne faut pas penser que le tantra, c'est une sorte de libertinage. Ça n'a strictement rien à voir. J'aime bien, moi, ce que dit Alain Héril, qui donne aussi, qui fait des stages de tantra, je crois, enfin, je ne sais pas s'il en fait encore, et qui dit, on va vers le tantra si on a quand même déjà une ouverture à la spiritualité, ou appelons ça la pleine conscience, pour prendre un terme plus à la mode. Voilà, vous avez raison de dire, je mets les pieds dans le plat, justement, je mets l'inverse. Voilà, le tantra, bien sûr, ça n'est pas du libertinage et ça n'est pas juste la sexualité, c'est justement tout ce qui est autour de la sexualité, mais qui n'est pas que la sexualité, qui va se manifester à travers la sexualité. Et vous avez raison, les personnes y viennent normalement avec une certaine ouverture. Mais c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des personnes aussi qui viennent faire du tantra parce qu'ils n'ont pas forcément une ouverture spirituelle, mais ils se disent qu'ils vont se libérer déjà eux-mêmes aussi. Et c'est des gens qui se sentent assez bloqués ou qui ont des pertes de libido, qui viennent faire du tantra en se disant ça va me rebooster ma libido. Alors, quelle est la différence entre le slow sex et le tantra? Je trouve qu'on les confond un peu. En même temps, il y a des points communs. Oui, on va dire qu'il y a des points communs, puisque le slow sex, on pourrait l'inclure un petit peu dans le tantra, mais le slow sex, c'est plus une méthode qu'une philosophie. Le tantra, c'est quand même basé sur une forme de philosophie et d'initiation, on va dire. Parce que le slow sex, c'est assez simple à expliquer, en fait. C'est faire l'amour justement en pleine conscience, ressentir un peu plus de ce qui se passe dans son corps, être un peu plus en rapport avec ses émotions et prendre le temps de se découvrir tout doucement sexuellement. Hein. Moi, j'inclurais le slow sex dans le tantra, parce que je dirais que le tantra, sans le slow sex, l'idée de se redécouvrir, de prendre son temps, de ne pas chercher la performance, effectivement, c'est une des bases nécessaires. Donc ça, c'est le point commun, mais qu'est-ce que le tantra a de plus que le slow sex? Quelle serait la différence? Oui, donc ce que je disais, c'est que c'est plus une initiation, le tantra. C'est comme une philosophie, c'est un art de vivre, si on veut, ou une initiation qui nous amène beaucoup plus loin quand même que le slow sex, qui est juste apprendre à se retrouver ses sensations. Là, on va quand même beaucoup plus loin parce qu'on va les réunir. Enfin, on peut s'arrêter au slow sex si on fait du tantra. On peut dire juste, je vais faire apprendre à juste méditer en faisant l'amour, ou apprendre juste à me relaxer. Mais on peut aller beaucoup plus loin au niveau du tantra, puisqu'on peut aussi après apprendre à dépasser, à relier la spiritualité avec la dimension sexuelle. Alors, en passant par le cœur et en passant par les... Ce qui peut peut-être intéressant aussi à dire, c'est que ça va développer aussi des énergies dans le corps, et puis des échanges d'énergie entre les amants, enfin des choses qui sont comme ça un petit peu surnaturelles, mais qui quelque part... ça existe? Eh bien oui, ça existe, mais effectivement, comme c'est de l'expérimentation et que c'est difficile, ça passe pas par le mental et par l'explication rationnelle, donc c'est toujours pareil, expliquer quelque chose à des gens qui ne ressentent pas, c'est très difficile, puisqu'ils vont dire, ah ben oui, mais ça n'existe pas. C'est comme parler de choses qui sont que du domaine du ressenti, pas seulement du domaine du ressenti, mais qui existent réellement, mais il faut les vivre pour les comprendre. C'est très expérimental, le tantra, c'est pas une... On peut toujours en parler d'une façon intellectuelle pendant des heures, mais on ne va jamais le comprendre en parlant. Oui, mais là, on est à la radio, on est bien obligé d'en parler. Il va falloir l'expérimenter. Maintenant, on peut parler de ce que ça peut apporter. Mais en même temps, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Les bénéfices du tantra, enfin, ce qui se regroupe, c'est quand même qu'on voit toujours les personnes ressortir d'une séance de tantra, je te laisse la parole, avec un épanouissement différent de quand ils sont rentrés. On les voit toujours quand même ressortir avec un certain sourire, avec un certain relaxation. Ceux qui n'ont pas en rentrant, hein, ça je peux vous dire, la tête qu'ils font en sortant n'est jamais la même que ce qu'ils font en rentrant. Donc il se passe quelque chose. A priori, il se passe quelque chose. Bon, oui, je voulais dire, j'ai eu hier en ligne mon ami Patrick Daquet qui fait du chamanisme, qui est chaman, hein, et je trouve qu'il y a un pont aussi entre le chamanisme et le tantra. Vous êtes d'accord ou pas avec ça, Claire Delis? Alors Brigitte, vous mettez le doigt juste sur ce que je suis sur ce que je suis en train de faire, puisque vous savez que j'ai monté un festival qui s'appelle Amour et Conscience cet été, et on a fini
Par chamanisme et tantrisme, en fait. D'accord. On a Donc il y a bien on a un eu une lien, conférence sur le tantrisme par le directeur de Mama Édition qui a écrit des livres sur le chaman. Et on a un projet de faire un livre ensemble qui soit chamanisme et tantrisme pour faire le lien justement entre ces traditions millénaires qui ont énormément de points communs et énormément de connaissances en commun, mais qui se différencient peut-être. Alors là, je vais déjà un peu plus loin que le livre. On a commencé par un débat entre tantrisme et chamanisme. Et on a la différence, c'est que le tantrisme va se pratiquer en couple, peut se pratiquer en couple. Alors là, je vais déjà un peu court-circuiter ce qu'on est en train d'écrire. On est en train d'écrire là-dessus, chamanisme et tantrisme. Mais effectivement, il y a énormément de points communs. Et personnellement, j'ai pas été initiée au chamanisme, mais à l'animisme, qui est quand même cousin du chamanisme, qui est un chamanisme africain. Et c'est quand même là d'où je viens au départ. Et ça, je me permets de faire cette comparaison parce que ça peut parler aux auditeurs. On sait que le chamanisme, ça permet d'être en transe, de sortir de son petit ego. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là qui font qu'on s'ouvre finalement à un ailleurs. Et c'est pour ça peut-être que c'est intéressant de faire le parallèle entre le chamanisme et le tantrisme. Merci surtout de mettre le doigt sur le dépassement de l'ego. Ça, j'essaie aussi de faire ça dans les maïténas, c'est-à-dire pour les couples ou même pour des gens seuls. C'est vraiment, on va commencer à faire un travail sur l'énergie, mais pour autre chose que soi, on va le faire pour une cause. Et encore que soi, quand on connaît Jung, c'est bien. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est pas bien. Non, mais je veux dire, le soi, quand on parle de oui, Jung, tout à fait, le soi supérieur. C'est justement pas l'ego. Hein. Voilà, le soi, c'est effectivement le soi, l'ego, le niveau supérieur de soi. Donc effectivement, mais ce qui est intéressant, effectivement, dans cette sortie d'ego, c'est vraiment d'aller chercher une cause qui est plus grande que nous. Simplement, au lieu de chercher juste notre intérêt personnel, c'est de chercher quelque chose qui nous transcende. Et j'ai eu souvent d'ailleurs des échos de personnes qui disent ça fait du bien de sortir de soi parce que ça nous oblige à nous connecter à quelque chose de plus grand. Bon, alors soi, vous avez tout à fait raison. Le soi, c'est le plus grand de nous, le higher self des Américains. C'est le soi de la psychanalyse, des psychanalystes. Donc effectivement, il faut faire attention. Des psychanalystes jungiens, parce que les freudiens, le soi... le surmoi, c'est le surmoi. Non, le surmoi et le soi, ça n'a rien à voir. Voilà, justement, non, mais c'est le surmoi chez les freudiens, c'est plus le surmoi dont on parle, non, il me semble. Non, parce que le surmoi et le soi, enfin chez Freud et chez Jung, ça n'a strictement rien à voir. Parce que le surmoi, c'est notre gendarme intérieur qui justement nous empêche de sortir du petit ego. Donc, bon, bref, toujours est-il que... C'est intéressant ces petites divergences même temps. Non, mais je crois qu'on a, me semble-t-il, un petit peu éclairé ceux qui n'y connaissent rien. Donc si vous avez envie de poser des questions, si vous avez envie de nous raconter votre découverte du Tantra, eh bien n'hésitez pas, vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Claire Delis qui travaille le Tantra et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et nous commençons avec Reine qui est avec nous. Bonjour. Nous avons une prêtresse et une reine. Bonjour Brigitte, bonjour Claire Delis. Bonjour. Ravie d'être invitée dans votre émission sur ce sujet. Et justement, vous avez découvert cet été, c'est ça ? Oui, alors le mot tantra, je l'ai découvert dans votre émission, Brigitte, il y a peut-être 15 ans au moins. Et ça me trotte dans la tête depuis ce temps-là. Je découvre, ça repart, enfin. Et puis cet été, j'ai décidé vraiment de m'y mettre parce que j'ai découvert que dans la petite ville où je vis, il y a une praticienne. Donc je me suis d'abord offert un massage tantrique. Et puis elle m'a recommandé le livre vous en parliez tout à l'heure, de Margot Hanon. C'est bien ça ? Oui. Voilà. Que j'ai emporté en livre de chevet pour mes vacances. Et en fait, alors ma recherche, c'était justement, enfin depuis très longtemps, c'est de sortir du mental et d'expérimenter avec le corps. Donc j'ai déjà bien avancé sur ce chemin-là avec le yoga, plein de choses. Et donc en fait, ce livre propose des exercices pratiques. Et pendant mes vacances, je me suis arrêtée au premier chapitre. Et puis j'ai fermé le livre et je l'ai pas retouché. Et en fait, j'ai vécu une expérience très
très amusante cette semaine, Ouais. où en fait je me suis réveillée dans la nuit. J'étais seule cette nuit-là. Je me suis réveillée dans la nuit en m'apercevant que je venais de pratiquer des exercices de respiration de ce premier chapitre. En dormant donc. Hein. En dormant, Ouais. oui, pendant mon sommeil. Donc je me suis réveillée, j'ai réalisé que j'avais fait ces exercices, enfin rêvé de faire ces exercices. Je me suis réveillée très excitée et en fait dans un demi-sommeil, j'ai pratiqué à nouveau ces exercices Ouais. et j'ai eu un orgasme extrêmement puissant qui partait de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et je me suis rendormie et tout ça, je m'en suis souvenue au petit déjeuner. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette, mais c'est pas ma recherche en fait à travers le tantrisme. Excusez-moi, je vous coupe, mais je vous redonne évidemment la parole, Reine. Est-ce qu'on peut parler de l'éveil de la Kundalini, là, en l'occurrence, dans ce que raconte Reine ? J'ai l'impression, si ça part de la colonne vertébrale. Là. Mais ce qui est intéressant, là, je vous coupe 2 secondes après, vous allez reprendre la parole, c'est que, vous savez, le tantra nous amène jamais là où on veut aller, il nous amène là où on doit aller, en fait. Oui, ça me va très bien. En fait, je m'intéresse au tantra à l'origine, enfin cette année, pardon, parce que pas à l'origine. Je m'intéresse au tantra pour... moi, je suis célibataire et j'ai un énorme manque de confiance en moi. Et je m'intéresse au tantra pour trouver l'amour de moi-même. Et pas pour des finalités d'orgasme ou... Voilà. Et il se trouve en plus que j'ai un partenaire depuis le mois de juin de cette année qui pratique. Donc la vie amène en effet... Voilà. Voilà. Et je découvre petit à petit. Je suis une débutantrica. Et je dois dire que c'est merveilleux. Mais vous voyez, ce qui est intéressant aussi dans votre témoignage, Reine, on voit comment parfois dans la vie, il nous faut du temps entre le moment... Parce que vous me dites que vous avez découvert ce terme il y a 15 ans. Donc vous imaginez pendant 15 ans le temps qu'il vous a fallu pour vous autoriser à aller sur ce chemin-là ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est là où on rentre quand même dans une dimension initiatique, Brigitte, parce que tu vois, moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'enseigne et j'ai retrouvé cet été des personnes qui étaient venues me voir il y a une vingtaine d'années et qui avaient arrêté et qui reviennent maintenant. Donc tu sais, ça arrive le temps de... Oui, bien sûr. Et puis chacun prendra le temps qu'il a besoin de prendre. C'était pas du tout une... Non, mais c'est pour ça, c'est intéressant. Et vous voyez, là, vous êtes prête et du coup, vous rencontrez la personne avec qui vous pouvez avancer sur ce terrain-là et qui va donc vous aider à vous réaliser en tant que femme, j'imagine. On verra. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Alors, c'est un partenaire qui s'est affiché dès le départ comme étant un partenaire de passage. Voilà. Donc, vous avez peur de vous accrocher, d'être malheureuse parce que c'est pas un engagement assez sûr pour vous, c'est ça ? D'être malheureuse, non, parce que je n'aurais pas continué la relation si j'avais senti que je pouvais glisser dans les sentiments, mais en revanche, je sais que ce sera temporaire. Peut-être. Mais en tout cas... C'est peut-être une préparation pour la suite, hein, vous savez. Si vous le prenez comme ça va être très bien, parce que c'est peut-être quelqu'un qui met en route quelque chose qui a été quand même éteint longtemps, qui s'est d'ailleurs mis en route tout seul par cet éveil-là que vous avez eu la nuit. Oui. Et j'ai l'impression qu'il faut que vous repreniez confiance en vous à travers quelqu'un, et ensuite il y aura quelqu'un d'autre, mais ça sera avec lequel il y aura une stabilité, donc chaque chose en son temps. Alors, ce qui m'avait mis c'est lui qui va vous permettre la période de rodage, comme on dit. Exactement. C'est le bout en train avant les talons. Voilà, c'est ça. Avec grand plaisir, parce que le rodage est très agréable. Mais je dois vous dire que quand je me suis réintéressée au tantra cet été, en fait, je me suis aperçue que pendant plusieurs années aussi, j'avais mis un frein parce que je pensais qu'il fallait absolument être en couple. Ah, c'est dommage ça. Oui. C'est comme vous pouvez pratiquer seul le tantra. C'est ça qui met en route votre énergie, aussi quelquefois pour rencontrer quelqu'un. Donc il ne faut pas croire qu'il faut être forcément en couple pour pratiquer. Ça, c'est la deuxième étape. Donc seul, vous pouvez, homme ou femme, venir travailler déjà sur votre énergie interne. Vous allez voir qu'en mettant en place déjà votre
votre énergie intérieure. C'est en vous relaxant, en apprenant à se concentrer et se relaxer en même temps, comme l'indique le tantra. Et ben, vous allez être prêt pour une rencontre. Et d'ailleurs, votre énergie sera plus rayonnante, si je puis dire, et ça attirera les mouches. Tout à fait. Si je puis dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage pour commencer cette émission sur le tantra. Merci, Reine. C'était formidable. Et puis, on vous invite évidemment à continuer à avancer vers vous-même. Merci. Avec plaisir, merci. On fait une petite pause, on retrouve notre Sexy News, Flore Chérie, décidément qui ne nous quitte plus. Et puis on continue bien sûr à évoquer le tantra avec vous. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien Claire Delis, je vous présente Flore Chérie, notre chroniqueuse tous les vendredis, qui va nous annoncer qu'il fait chaud. Oui, et oui, c'est pour le petit point météo de la journée. Non, oui, je voulais savoir si la saison influait sur notre sexualité. C'est une question qui peut se poser car c'est la rentrée. Il fait toujours aussi chaud qu'en août, mais on sent déjà qu'à Paris et dans toutes les grandes villes, l'ère de l'insouciance est passée et le stress du travail revient mettre un petit coup de frein à la libido. Alors, si on se doute que la fatigue et la reprise du quotidien empêchent la sexualité, est-ce que la météo, qui va doucement s'envelopper des notes automnale, ajoutera un clou au cercueil de notre vie intime? Enfin, formulé autrement, est-ce que l'été était finalement la bonne saison pour baiser? Eh bien, la réponse est oui et non. C'est-à-dire, ça dépend si l'on parle du soleil ou si l'on parle de la chaleur. Le soleil, c'est un bon ami. C'est un bon ami pour l'homme, mais c'est aussi un bon ami pour la nature et les animaux. Il stimule en particulier une protéine, la P53, que l'on retrouve aussi chez d'autres mammifères et qui permet une hausse de la testostérone, donc l'hormone par excellence de la libido. Le soleil, c'est aussi l'ami de la sérotonine. La sérotonine, depuis que Welbeck l'a rendue célèbre, on sait que c'est l'hormone du bonheur. C'est elle qui nous donne envie de nous rouler tout nus dans un champ de blé pour profiter de la vie. Alors, ça fait mal, ça. Ça fait, alors oui, ça peut faire mal, mais bon, on a l'image un petit peu en tête. Cette sérotonine, il ne faut pas la confondre avec la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la prise de risque et du circuit de la récompense. La sérotonine, c'est l'hormone d'un bonheur serein et calme. Donc peut-être pas le champ de blé qui fait mal, mais on s'imagine voilà ce bonheur apaisé qu'on peut avoir lorsqu'on a cette hormone. Et comme je suis sur le territoire des hormones, je termine avec l'ocytocine qui se libère au contact du peau à peau. Et s'il y a du soleil, les maillots de bain sont de sortie. Il y a donc beaucoup plus d'occasions de pratiquer le peau à peau. Maintenant, le vrai problème de l'été, c'est la chaleur. Les grosses températures, c'est clairement l'ennemi de la libido et même de la relation amoureuse. D'abord parce que la régulation thermique, c'est un des trucs qui pompe le plus d'énergie dans le corps humain. Le corps réorganise sa dépense énergétique. Il peut y avoir une sursollicitation de nos organes vitaux, comme le cœur, au détriment d'autres, comme les organes génitaux. Mais aussi une baisse des liquides corporels qui impactent directement notre sexualité et notamment la spermatogénèse. Et au-delà de la simple biologie de notre corps, les grosses températures augmentent nos comportements asociaux. En 2013, une étude de l'université de Berkeley et Stanford montrait qu'avec 1 degré de plus par rapport à une normale de saison, il y avait 4% de violence en plus, donc 14% entre les groupes. Et une autre étude australienne beaucoup plus récente émet un lien entre les chaleurs, la hausse des chaleurs et la hausse du développement de troubles mentaux. Résultat, l'INED, l'Institut national d'études démographiques, recense entre 5 à 6% de chute de naissance après chaque épisode caniculaire. Preuve bien que quand il fait chaud, nous mettons un peu en pause nos projets concernant le futur. Autre élément qui joue en la faveur de la fraîcheur de l'hiver, le pic de naissance a lieu chaque année. Vous le connaissez peut-être, Brigitte. C'est bientôt octobre, je crois. 23 septembre. Vous étiez pas loin, qui nous indique donc que l'on se reproduit plutôt en janvier, quand le monde est au ralenti. Je savais que c'était les balances, c'est pour ça que mais voilà, vous aviez raison. Octobre. C'est pile les balances, c'est ça. Le plus grand signe, c'est le signe le plus fréquent, la balance, alors. Bah forcément. En fait, le pic a lieu 23 septembre, et je crois qu'on est entre les vierges et les balances. Donc, je pense qu'il y a une bonne répartition entre les deux. Qui nous indique donc que l'on se reproduit plutôt en janvier, quand le monde est au ralenti, mais que l'on est bien au frais avec son conjoint. C'est aussi le moment des fêtes, hein. Et c'est aussi le moment des fêtes. Donc quand le monde est c'est pour ça que je dis au ralenti, c'est-à-dire qu'on est plus cocooning dans sa famille et qu'on a le temps de le faire. On a besoin de se réchauffer. Exactement. Donc voilà, ma chronique, elle a 2 buts. D'une, de ne pas vous laisser aller. Le thermostat qui va diminuer en cette rentrée, c'est bon pour votre sexualité et c'est bon pour faire des bébés. Deuxième but, ajouter un argument à la liste en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, mais les écolos vont être contents parce que si finalement plus il fait chaud, moins on fait de bébés. D'après ce que vous dites, ça va diminuer la population mondiale et donc du coup on pourra tous vivre bien dans un siècle ou deux. Vous savez, c'est pas très vrai parce qu'en Afrique, qui est les pays les plus chauds, c'est là où il y a le plus d'enfants. Hein. Oui, donc vous avez raison, ça tient pas trop bien finalement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, non, mais il y a plein d'autres évidemment facteurs qui expliquent la démographie. Mais en tout cas, nous, dans les pays, on va dire occidentaux, la température qui monte, c'est défavorable à la démographie. Non, c'est toujours pareil. Quand on a l'habitude de vivre dans un pays chaud, on supporte mieux la chaleur. Quand on vit dans un pays tempéré, tout ça. Mais ce qui est intéressant toujours, moi, je trouve, dans ces enquêtes qui sont faites donc par des chercheurs, j'ai toujours remarqué que les chercheurs, ils trouvent ceux qu'ils ont envie de trouver. Et c'est pour ça que c'est toujours très drôle de disséquer un petit peu plus quand vous voyez une enquête comme ça. Mais enfin bon, ce qui est sûr, c'est que l'été est susceptible aux relations sexuelles. Maintenant, est-ce que les relations sexuelles aujourd'hui sont tellement liées avec la reproduction ? Oui, bien sûr, il y a un éclatement entre la reproduction et la sexualité récréative, bien sûr. Bon, on continue donc au mois de septembre à s'aimer. Et voilà, on va continuer au mois de septembre à s'aimer, et même si le thermostat dégringole, ça ne va pas impacter notre sexualité. Et je vais dire que s'il y a moins de spermatozoïdes, on peut très bien faire l'amour sans éjaculer, comme en tantra. Tu vois, ça favorise le tantra. C'est une idée. Mais je ne suis pas sûre que tous les hommes seront d'accord. Merci beaucoup, Flore Chéry. Je rappelle qu'on peut vous retrouver dans votre roman Matriarchie aux éditions de la Musardine et sur union.fr. C'est Laura qui va répondre à 3 questions intimes et vous pourrez ensuite poser une question à Claire de Lys. Laura, première question. Est-ce que vous avez déjà été tentée par le tantra, justement ? En fait, pas tellement, parce que je me dis, si je goûte au tantra, je vais plus aimer le reste. Et ce serait grave ? Oui. Parce que vous êtes très sexuée, donc j'imagine. Exactement, voilà. Je suis je suis même complètement en ménopause. Et donc, comme je me dis que mon temps est compté sur ma libido, mes envies, je suis très encore axée sur la puissance masculine dans son pur état, à vrai dire. Voilà. Un mec qui bande, quoi. Voilà, j'adore cette image de guerrier dressé, enfin bref. Et du coup, c'est vrai que je me dis que je me suis pas détachée de ça. Et je me dis que si j'arrive à m'en détacher, je vais découvrir quelque chose. Et tout ce que j'aimais, j'ai peur de ne plus l'aimer. Alors, ça paraît peut-être un peu fou, mais quand même cette retenue. C'est votre vision et il n'y a rien à dire. Vous avez tout à fait le droit d'avoir envie de rester dans ce désir de cet homme avec une érection triomphante. Tiens, justement, ça vous est déjà arrivé de rencontrer un homme qui avait une panne ? Oh oui. Et alors, comment vous réagissez ? Alors, j'essaye de lui dire pas que c'est pas grave, parce que je pense que quand il y a quelqu'un qui pense avec son sexe, de lui dire que c'est pas grave quand lui il croit que c'est la fin du monde, c'est pas forcément la bonne idée. C'est pas faux. Alors, d'en rire, c'est moyen, parce que je me dis toujours. C'est très très moyen d'en rire, hein, je vous confirme. Ça peut être amusant, mais c'est pris pour la moquerie. Et c'est vrai qu'un homme, il reste très sensible sur ces sujets-là. Et en fait, c'est de rester dans ses bras et de revenir aux caresses, aux baisers, et puis de passer à autre chose, pas forcément de plus sexuel, mais de passer à autre chose. Voilà, un petit massage, des petits bisous, de ci, de là. J'ai l'impression qu'avec vous, ça revient. Hein. Oui. Il me semble. Hein. Il me semble que vous savez... parfois, des garçons qui sont tellement dans le il faut, de se dire il n'y a pas de pression, donc moi je m'en mets pas de la pression. Donc il y a un moment, ça peut détendre le garçon, c'est vrai, mais je pense que c'est eux-mêmes qui se mettent une pression de dingue, parce que ils s'imaginent que vraiment il faut que ça marche, quoi. Et en même temps, c'est pas faux. Eh bien oui. Et alors, dernière question, pour vous, quelle est la durée idéale du coït entre le moment de la pénétration et de l'éjaculation ? C'est quoi le temps pour vous ? Pour moi, ça serait au moins 30 minutes. Bah oui, j'imagine bien. Hein. 30 minutes. 30 minutes. Eh bien, vous pouvez poser une question à Claire de Lys, elle vous écoute, allez-y.
Alors, du coup, ça va être redondant avec ce que je viens de dire, mais je voulais lui poser une question, Claire, c'est de savoir si, justement, une fois qu'on connaissait le tantra, est-ce que ça améliorerait ce qu'on connaît déjà, ou ça met une croix sur ce qu'on aimait et on découvre complètement autre chose? J'ai envie de dire les deux, parce que là, vous avez peur de ce que vous laissez, mais vous savez ce que vous laissez, vous savez pas ce que vous allez trouver. C'est pour ça que vous avez peur. Mais déjà, pour moi, vous avez déjà un pied dans le tantra, parce que si déjà vous voulez que la relation dure 30 minutes, vous savez que le commun des mortels, je crois que c'est 7 minutes ou un truc comme ça. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Donc, je suis pas spécialiste, mais donc déjà 30 minutes, vous voyez que vous êtes déjà bien au-delà du temps normal, pas du temps ordinaire. Et ensuite, cette idée de ne pas accorder beaucoup d'importance à la pénétration si jamais l'homme a une panne ou je ne sais pas quoi, et faire des câlins, etc. Et laisser venir les choses quand elles viennent, ça c'est aussi quelque chose qui est très tantrique. Donc moi j'ai envie de dire que quand vous rentrez dans le tantrisme, c'est vrai que petit à petit, vous n'avez plus trop envie de relations ordinaires comme vous en aviez dans le passé. C'est-à-dire la relation juste pour la relation. Ça vous intéresse plus trop, mais vous gardez quand même les choses anciennes, c'est-à-dire que comme vous êtes déjà quelqu'un de très sensuel, vous resterez sensuel, vous resterez avec vos désirs, etc. Simplement, vous étendrez votre palette, j'ai l'impression. Vous étendrez votre palette de perception et puis vous découvrirez peut-être des choses insoupçonnées, comme par exemple l'extase ou des choses, l'orgasme supérieur qu'on appelle l'extase, ou des choses que peut-être vous ne connaissez pas encore. Donc moi je dirais pas que vous perdrez quelque chose, mais que vous découvrirez. Ce que vous voulez dire, Claire Delis, c'est que peut-être à ce moment-là, Laura, baiser un soir comme ça, sortie d'une boîte de nuit, ça l'intéressera plus. Oh, ça l'intéressera peut-être quand même, mais elle le verra peut-être différemment. Je dis pas que ça l'intéressera plus, parce que ça va pas tuer sa libido. Elle aura toujours sa libido. Non, c'est pas. J'ai bien compris. Mais peut-être qu'elle aura envie d'un échange plus. Déjà, elle choisira peut-être pas les mêmes partenaires. Elle changera peut-être. Elle cherchera plus un échange d'énergie que juste une satisfaction temporaire. Un pénis qui bande. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne cherchera pas quelqu'un qui bande. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'aime bien les hommes qui bandent. C'est parce que je fais du tantra, justement, les hommes qui ont une bonne virilité. Mais ça ne veut pas dire qu'on cherche que ça, comment dire. On va chercher quelque chose qui va nous amener à nous transcender un petit peu plus que simplement une satisfaction temporaire et voilà, c'est ça qu'on va chercher plus. C'est vrai que la relation juste ordinaire, de juste un bon coup, ça va peut-être moins nous intéresser que dans le passé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas quelqu'un qui bande, ou ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la vraie virilité dans le sens qui est entendu par tout le monde. Hein, donc moi j'ai envie de dire que vous avez une prédisposition à ça, puisque vous avez vraiment une dimension sexuelle assez poussée quand même. Par contre, vous chercherez peut-être des partenaires qui ont une belle puissance comme vous. Non. Bon, d'accord. Est-ce que ça répond à votre question ou non? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'impression quand on orgasme de toucher du doigt cette extase. Mais peut-être qu'on est complètement à côté, en fait, et que c'est complètement autre chose. C'est ça. Je pense que beaucoup de femmes ont quand même approché ça, mais comme on n'est pas du tout éduqué à se laisser aller là-dedans ou aller dans cette dimension-là, c'est une question d'éducation, mais d'habitude, je sais pas, de rentrer dans cette énergie, de la chercher. Ça fait pas partie de notre éducation et de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Donc, il y a des femmes que je connais qui ont découvert cette extase, qui sont allées dans des dimensions qu'on cherche à travers le tantrisme. Hein. Et en fait, ça leur a fait tellement peur qu'elles n'ont jamais voulu recommencer, simplement parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. D'accord. Donc, faut pas avoir peur d'aller dans ce sens-là. C'est pas la fin de quelque chose. C'est la découverte d'une autre. Mais d'après vous, quand on a une sexualité, moi, je pense, en tout cas pour moi, pas avoir de mal à orgasmer et de lâcher prise, que ça peut être un plus et en fait, où le tantra, c'est vraiment fait pour des gens qui découvrent en fait leurs propres envies. Ah ben non, il y a plein de niveaux dans le tantra. Ça, vous parlez du tantra basique, mais après il y a le tantra initiatique pour les gens qui ont déjà beaucoup de puissance, comme vous semblez en avoir. Mais peut-être vous allez découvrir d'autres choses et une utilisation de la sexualité dans un sens. Après, c'est vraiment
gestion énergétique, en fait, la sexualité. Comment l'expliquer? C'est un peu difficile. Il faut que vous lisiez mon livre. Je l'adorerais. J'en suis sûre. Oui. Eh bien, écoutez, il faut vous procurer le livre de Claire Delis, Le couple Avec tantrique, plaisir. et puis vous comprendrez mieux. Mais c'est vrai que ce que vous a dit Claire, me semble-t-il, est intéressant pour vous et puis peut-être pour ceux qui nous écoutent. C'est que c'est vrai que quelque chose de nouveau, on a toujours l'impression qu'on va perdre ce qu'on a déjà. Mais peut-être qu'on va perdre un peu de ce qu'on a, mais peut-être qu'on va gagner plus dans ce qu'on va découvrir. Donc c'est toujours l'histoire d'accepter, de prendre une autre direction. C'est une adaptation qui est toujours surprenante, mais on ne peut pas la faire à votre place. Voilà. Non. Ça me donne envie d'essayer, mais c'est vrai qu'on le connaît très mal. Moi, je pense que c'est ça. Ça, c'est moi, sûr. Ça, c'est je sûr. beaucoup. Et puis, c'est pas toujours bien expliqué non plus. C'est pas très bien relayé par les médias aussi, parce qu'on parle surtout de... Parce que j'en ai vu dans les médias, ils expliquent pas toujours très très bien. Mais bon, après, il faut essayer, expérimenter. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a quand même pas mal de gens qui font du tantra sans en faire réellement non plus. Il y a quand même... c'est un petit peu parfois une façon de gagner de l'argent sans être réellement dedans aussi, je me permets de le dire. Oui, tout à fait. Alors, il faut faire attention et ne pas aller n'importe où. Voilà. Merci beaucoup Laura, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. On fait une petite pause, on revient sur Sud Radio pour continuer à parler du tantra au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claire Delis est avec nous. Vous êtes donc notre prêtresse de tantra, comme je le disais tout à l'heure en vous présentant. Et on continue à en parler du tantra avec Baptiste qui nous a rejoint. Bonjour Baptiste. Bonjour Brigitte, bonjour Claire. Bonjour Baptiste. Alors, vous êtes homosexuel, donc je le précise tout de suite, parce que c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est fermé au tantra. C'est important de le dire aussi, ça. Tout à fait. Oui. Alors moi, c'est vrai que je n'ai pas encore pratiqué. Je veux m'y intéresser parce que je suis dans une sexualité très sensuelle et sensible. Ouais. Je suis amateur de bisous et de caresses principalement. Dans ma sexualité, je n'ai pas forcément pratiqué la pénétration dans tous mes rapports. Déjà par des soucis de santé et puis aussi parce que c'était pas forcément ce qui m'attirait à l'époque. Et donc j'ai intégré dans ma sexualité beaucoup de choses, des accessoires, des huiles et gels de massage, des jouets intimes, de la lingerie masculine aussi également. Et qu'est-ce qui vous attirerait dans le tantra justement, Baptiste? Alors justement le côté sensuel, le fait de partager quelque chose qui va bien au-delà d'un simple rapport sexuel en fait. D'accord. Donc vous aimeriez, mais vous avez un partenaire en ce moment? Non, hélas non. Oui, comme on disait, on peut déjà commencer seul. Le tantra, déjà, c'est basé sur certaines respirations, certaines méditations. Donc, est-ce que vous pratiquez déjà quelque chose comme du yoga ou autre? Là, on avait vu la première, elle venait du yoga, donc elle avait déjà appris un peu à respirer. Et vous avez déjà une pratiqué relation au corps un peu plus de l'intérieur et non pas de l'extérieur, en fait. Je pense que c'est aussi ça qui peut être dit par rapport au tantra. Mais vous avez l'air visiblement d'être très en relation avec vos sensations, en tout cas. Oui, et vous avez ressenti. Et sensible, c'est-à-dire très, très à l'écoute de l'autre, j'imagine. Ah oui, totalement. D'ailleurs, j'ai eu ce problème de m'oublier parfois, de favoriser plus l'autre que moi. Et ces dernières années, je me suis un peu plus reconnecté à ce que j'aimais. Alors ça pourrait peut-être, je sais pas, mais Claire va donner la réponse. Ça pourrait peut-être vous aider justement à vous recentrer, à être plus dans votre énergie, le tantra. Et puis à s'ancrer, donc le tantra, ça apprend à s'ancrer. Dès que vous êtes ancré, vous êtes plus dans votre énergie, parce que c'est vrai qu'il faut pas, c'est important de pas d'écouter l'autre, mais de pas s'oublier dans l'autre. D'écouter, c'est la part féminine, donc d'écouter l'autre, c'est très important, mais après s'oublier, non. Vous voyez, donc le tantra, ça vous aidera à plus vous ancrer, parce que d'après ce que je ressens, il y a un travail sur l'ancrage à faire.
Et le centrage, vous voyez, c'est l'ancrage et le centrage. Donc c'est ça où le tantra vous aidera, parce que déjà on se met dans sa puissance, qu'on soit un homme ou une femme, on se met dans l'ancrage, c'est important. Et dans sa puissance et dans son axe. Alors justement, comme Baptiste est gay, on parle toujours dans le tantra du masculin et du féminin. Quand on est un couple homosexuel, qu'est-ce que le tantra dit ? Eh bien, le tantra dit qu'il faudra de toute façon que déjà vous êtes déjà un homme et une femme à l'intérieur de vous. Quand vous êtes une femme, vous avez un homme à l'intérieur de vous. Donc déjà, on se réconcilie avec l'autre polarité dans le tantra. La femme doit se réconcilier avec son masculin, l'homme doit se réconcilier avec son féminin. Donc là, chez les homosexuels, en général, ils ont les deux polarités, donc ils n'ont pas besoin de se réconcilier. En général, ils ont déjà les deux. Par contre, ils vont pouvoir pratiquer. Il va falloir qu'ils fassent un rôle quand même. En général, les homosexuels prennent un rôle masculin ou féminin dans leur relation. Vous voulez dire actif ou passif, oui, en d'autres termes. Donc ils peuvent échanger, justement, ils pourront échanger. Donc tout ce qu'on dit dans l'énergie masculine et la position, etc., vous pourrez les changer, les positions. Mais ce qui est intéressant, c'est les circuits d'énergie entre l'homme et la femme. Donc là, ça sera entre masculin et masculin, entre féminin et féminin. Moi, j'ai déjà eu des femmes homosexuelles dans les cours. Donc après, je choisis un sens, parce qu'on donne un sens sur le masculin, un sens sur le féminin. Ils vont choisir dans quelle polarité ils se mettent aujourd'hui. Mais ce qui serait intéressant, je pense, entre deux hommes, c'est de changer les circuits, de ne pas faire toujours le même circuit. C'est-à-dire pas se mettre toujours dans le masculin, se mettre des fois dans le féminin, dans les circuits qui sont décrits dans mon livre, entre les respirations entre l'homme et la femme, vous pouvez changer les rôles, pas faire toujours le même. Je pense que ça peut être intéressant pour vous, parce que des fois vous mettez dans votre polarité masculine, des fois dans votre polarité féminine. Après, dans la dimension initiale, toutes les étapes sont les mêmes, que ce soit un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes. Après, c'est juste dans la dimension initiatique où là, ça va être difficile, puisqu'on a l'échange des substances masculines et féminines. Donc là, ça ne va pas être possible. Mais toutes les étapes préparatoires, vous pouvez les faire. Et comme je vous dis, essayez d'inverser les circuits. Mais déjà, vous, ce qui est sûr, c'est que c'est le travail d'ancrage qui va être intéressant pour vous, et de centralisation, qui est basé aussi sur une forme de respiration. Mais vous savez pourquoi vous avez un peu tendance justement à trop penser à l'autre et vous oublier ? Oui, je pense que ça a été lié à des expériences passées, même dans l'enfance, des événements qui m'ont un peu marqué. Traumatique, oui. Oui, plus ou moins, oui. Ben ça, c'est intéressant, parce que dans les personnes qui ont été abusées, que ce soit de la violence ou de l'abus sexuel, je pense que le tantra peut repermettre de se reconnecter à soi. Bien sûr, ça permet quand même de soigner on dit que le tantra commence là où finissent les blessures, mais le tantra, pour moi, il contribue à guérir les blessures. Au contraire, puisqu'il y a une revalorisation de vous-même. Après, c'est une revalorisation qui n'est pas égotique, justement, qui est une revalorisation de soi au service d'eux. Et c'est-à-dire qu'on arrive, grâce à ce genre de parcours initiatique, en quelque sorte, Baptiste, à donner du sens à ce qui nous est arrivé et à en faire une perle, si je puis dire, et non plus un fardeau. Et voilà, donc comprendre aussi, effectivement, amener la conscience dans ce... Il ne faut pas avoir peur de ces ombres. Ce que j'aime dans le tantra, c'est qu'il ne faut pas avoir peur c'est qu'il aborde les ombres, en fait. Il aborde les parties négatives. On rentre dedans pour les comprendre et les transformer. On les fuit pas, on les refoule pas. On va chercher à les regarder pour les transformer. Alors évidemment, Baptiste, c'est comme tout, c'est facile à en parler, mais c'est évidemment un parcours qui peut être long, difficile, douloureux. Après, pourquoi pas ? Moi, j'ai l'impression que vous êtes apte à peut-être en tirer quelque chose de positif pour vous. Tout à fait, c'est ce qu'on ressent. Alors effectivement, c'est des mots, mais croyez bien que ces mots que je dis sont bien vécus et ils ont été bien pesés et ils ont été bien incarnés dans ma vie. Ne vous inquiétez pas, ceux qui m'écoutent savent que je n'invite pas n'importe qui, donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Baptiste, merci beaucoup de votre témoignage. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne soirée. Et bien, un bon chemin.
On va conclure cette première heure par la devinette du jour. Pourquoi le monothéisme est plus répandu que la monogamie? C'est évidemment une devinette et la réponse est évidemment humoristique, comme toujours. Si vous avez envie aussi d'évoquer le tantra avec nous, profitez-en. Vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le tantra, on en parle de plus en plus, ça devient quelque chose un petit peu à la mode, on n'en parle pas toujours très bien et c'est pourquoi j'ai invité aujourd'hui Claire Delis, prêtresse tantrique, comme je le disais en début d'émission, auteure également de ce livre Le couple tantrique aux éditions de la Mulzardine, et elle peut évidemment vous éclairer sur cette pratique millénaire, hein. Ça remonte à très très longtemps, le tantra, bien avant qu'on en parle dans notre monde occidental. Pourquoi le monothéisme est plus répandu que la monogamie? Claire Delis, vous n'avez aucune idée évidemment, comme toujours. Je me dis qu'il y a moins de gens qui pratiquent la religion que de gens qui sont en couple. Oui, non, mais c'est tout simplement parce qu'il est plus facile de se contenter d'un seul Dieu que d'une seule femme. Donc c'est pour ça que le monothéisme est plus répandu que la monogamie. C'est plus répandu, au contraire, c'est plus répandu. Oui, parce que un seul Dieu c'est facile, une seule femme. Ah oui, mais j'avais pas compris, j'avais compris dans l'autre sens en fait. Oui. Alors, nous avons maintenant Blanche qui nous rejoint. Bonjour Blanche. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invitée. Bonjour Blanche. Claire qui est avec nous. Bonjour Claire. Voilà, d'écouter moi cette émission, ça me permettrait de poser peut-être cette question, d'éclaircir un petit peu ce domaine-là, parce que nous sommes mariés depuis plus de 40 ans et donc on avait envie peut-être, et j'ai même pris contact avec quelqu'un dans mon département pour un petit peu une initiation au tantra, pour un petit peu essayer de comprendre et développer peut-être quelque chose que l'on ne connaît pas, puisque de ma génération, le tantra, c'était, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un petit peu quelque chose de mystérieux. De mystique, Oui. Et du coup, c'était intéressant quand j'ai entendu parler tantra, mes oreilles se sont un petit peu, ça m'a intéressée et interpellée. Et si vous avez une spécialiste dans l'émission, donc je suis curieuse un petit peu de savoir un petit peu comment se déroule et comment on aborde on démarre en couple le tantra. Votre mari, vous lui en avez parlé déjà? Oui, tout à fait. On en a parlé ensemble et lui aussi est, je pense, prêt à faire ce genre d'expérience. Et donc pour notre couple, on pensait que on est dans des virages comme dans tous les couples à des moments de la vie où je pense que ça serait intéressant qu'on aborde ça, mais se faire aider puisque nous-mêmes, on sait que maintenant il y a des stages, il y a des gens qui sont Alors. Pour les couples, soit déjà, s'il y a des couples qui aiment bien venir en privé, donc moi je reçois en privé des couples pour des séances privées. Après, il y a des stages, comme vous l'avez dit si bien, pour vous immerger complètement dans le tantra, mais vous pouvez aussi venir déjà à des soirées. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, vous avez dit dans votre région. Oui, dans le sud. Vous avez quelqu'un. Bon, donc je ne sais pas si cette personne organise des soirées. Mais sinon... Oui, c'est même sur 2 jours, voire 2 jours et demi. Oui, c'est ça, les stages, c'est souvent sur 2 jours, les week-ends. Donc là, vous immergez pour 2 jours. Après, moi, je sais que je reçois aussi en privé des couples, mais c'est souvent sur des problématiques spécifiques ou des personnes qui ont envie d'être seules, qui ne veulent pas se mélanger à d'autres. Alors voilà, c'était ça mon questionnement, c'est que si on fait un stage, est-ce que c'est quelque chose qui est... Parce que moi, je ne suis pas très portée sur l'effet de groupe, ça m'impressionne un petit peu. Et donc, surtout quand Alors c'est là où vous posez vraiment la question essentielle, Blanche. C'est vrai qu'il y a des stages de tantra, je ne sais pas, là je ne parle pas spécialement de vous, Claire Delis, mais je sais qu'il y a des stages de tantra où on mélange un petit peu trop les gens et il y a des hommes et des femmes qui sont pas du tout prêts encore à être mélangés à d'autres personnes, à des étrangers, si je puis dire. Donc c'est parfois le risque de certains stages. Et si vous êtes un petit peu tous les deux dans l'inquiétude de peut-être que c'est mieux de commencer par une soirée tous les deux. Enfin, je ne sais pas.
D'accord. Enfin, moi, ce que je sais, c'est dans les stages, quand on a des couples, on leur laisse toujours le choix de rester ensemble pour les exercices, donc de faire les exercices entre eux, ou d'aller avec d'autres personnes pour connaître d'autres énergies. Après, vous savez qu'il n'y a pas de relations sexuelles dans les cours et dans les stages. Après, bien sûr, quand vous allez dans votre chambre, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr. Mais alors ça, c'est important de le rappeler. Si vous allez faire un stage de tantra, que vous soyez, normalement, il n'y a pas de sexualité. Il n'y a pas de relations sexuelles dans les cours. Et les exercices qui se font rapprocher, vous pouvez, si vous êtes en couple, les faire en couple. Normalement, après, je ne connais pas le stage que vous allez faire. Oui, c'est ce qu'on nous a parlé. Surtout quand on nous a dit, on a demandé que c'était la première fois qu'on allait faire ce genre d'exercice, et on nous a dit, voilà, la dame m'a parlé de ça en me disant, mais je voulais en discuter avec vous. Donc c'est ça, en fait, normalement, les couples, on les laisse ensemble s'ils veulent rester ensemble, et on les laisse, il y a certains moments où ils ont envie peut-être d'aller faire un massage avec quelqu'un d'autre pour sentir une autre énergie, ou se retrouver mieux après d'ailleurs, mais les exercices intimes, en général, ils se retrouvent ensemble, et il n'y a aucune obligation d'aller avec d'autres personnes. Et quand vous parlez de massage, donc c'est des massages très spécifiques, comme vous disiez, c'est des choses qui se sont faites depuis des millénaires et qui amènent une énergie de couple. Enfin, c'est quelque chose qui va passer entre l'un et l'autre. Oui, tout à fait. Donc le massage tantrique, il a des spécificités puisqu'on travaille avec les chakras et tout le corps. Et il est inclus souvent dans les stages de tantra. Vous avez une partie massage parce que le massage c'est quand même une bonne approche du corps, et surtout dans nos sociétés qui sont quand même où le toucher n'est pas tellement fréquent. C'est vraiment quelque chose qui est la réconciliation du corps et aussi le magnétisme qui passe à travers le massage. Le massage, c'est pas seulement le toucher, c'est aussi un magnétisme, un échange, etc. Donc le massage tantrique, c'est quand même un massage qui est assez profond. Qui va en profondeur dans les sentiments. Qui peut donc éveiller, si je puis dire, Blanche, des énergies nouvelles, aussi bien chez vous que chez votre mari. Une sorte de sensation, peut-être de chaleur, de froid, des choses qui pourraient déjà... Des émotions aussi, ça peut... Oui, absolument. Oui, ça serait ce qu'on pourrait rechercher, quelque chose qui est de nous surprendre un petit peu, et voilà, sans aller... il y en a peut-être qui veulent faire du saut en parachute pour avoir des émotions. Alors la seule chose qu'il faut quand même dire peut-être par précaution, c'est-à-dire que vous allez le faire en couple, vous allez vous retrouver face à votre mari avec des échanges d'énergie. Ça peut provoquer tout d'un coup une grande tristesse, ça peut provoquer quelque chose de très surprenant et qui va vous faire découvrir j'allais dire un autre homme et une autre femme, vous voyez, au sens évidemment symbolique. Hein. Bien sûr. Oui, l'idée c'est quand même de se redécouvrir, parce que vous savez, on croit qu'on connaît très bien l'autre, mais quand il n'y a pas les couples, ce que je constate, c'est quand ils s'assoient face à face et qu'ils se regardent l'un l'autre dans les yeux, même s'ils vivent ensemble depuis très longtemps, il y en a certains, ils se mettent à pleurer parce que simplement, ils n'ont pas l'habitude de regarder l'âme de l'autre. Ils sont tellement habitués, ils croient qu'ils connaissent tout de l'autre, mais non, c'est pas forcément. C'est regarder avec un regard neuf cette personne qui est une porteuse d'une énergie et qui est pas... Même si vous le connaissez très bien, vous allez peut-être le découvrir, c'est vrai. Mais redécouvrir. L'idée, c'est de se redécouvrir. Voilà, c'est ça. C'est cette recherche-là. Et peut-être qu'on est passé à côté de plein de choses. Et c'est une expérience qu'on a envie. Il y a la vie devant vous pour continuer à vous découvrir. Non, mais c'est intéressant parce que je crois que ce qu'il faut dire, c'est pas votre cas. Votre couple a l'air d'aller très bien, donc j'ai pas d'inquiétude. Mais sur des couples qui vont pas très bien, attention, parce que ça peut révéler des rancœurs très 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 anciennes et très profondes, et là il vaut mieux aller dans un stage où on est secouru, si je puis dire, par celle ou celui qui pratique le stage, parce que sinon ça peut vraiment mettre le couple en danger. D'accord. Oui, mais justement, comme c'est un révélateur, c'est aussi les animateurs qui guident, ils sont là pour vous guider, mais faire ressortir, faut pas avoir peur quelquefois de faire ressortir ce qu'il y a au fond, puisque ça permet de libérer aussi quelque chose qui peut être bloqué. Donc c'est vrai que cette libération, elle peut être aussi quelquefois, comme disait Brigitte, votre couple a l'air de très bien aller, donc ce ne sera pas le
probablement pas le cas. Oui, mais quelque part, au bout de tant d'années, on a besoin de se renouveler et puis peut-être de se redécouvrir autrement. Oui, puis il y a des parts d'ombre chez vous et chez lui qui peut-être vont devenir et qui vont être éclairées et qui vont un peu déstabiliser le couple. Mais encore une fois, si c'est une démarche de vous tous les deux et une démarche d'amour, vous allez y gagner quelque chose. Hein. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Donc c'est le positif. Il y a du positif. Donc je m'attendais pas à ce que vous me disiez quelque chose de négatif, mais un petit peu d'informations complémentaires, ça me rassurera. J'irai encore plus volontiers. Donc merci. Oui, allez-y tranquille. Alors je vais faire une comparaison qui va parler peut-être à plus de monde parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui pratique le yoga maintenant. Il y a certaines positions de yoga qui parfois peuvent nous rendre très tristes ou voire même en colère parce que ça stimule parce que le corps il est chargé d'émotions et d'émotions qui parfois n'ont pas été suffisamment qui n'ont pas suffisamment pu s'exprimer voilà, et je pense que le tantra certainement aussi a cet effet-là, non? Oui, quelquefois on a des personnes qui partent en vrille entre guillemets, parce que moi ça me gêne pas, je sais canaliser, on est là pour canaliser. J'ai un assistant en général avec moi qui aide. S'il y a plus de 10 personnes, il faut quand même avoir un assistant qui aide à canaliser l'énergie s'il y a quelque chose qui part comme ça. Mais c'est toujours intéressant de voir ce qui sort. Hein. C'est bien d'aller aussi des fois voir ce qui se passe dans nos profondeurs et ça permet de libérer des mémoires anciennes. Et c'est quelquefois douloureux, comme vous l'avez très bien dit, Brigitte. Et quelquefois, mais il faut y aller. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui souffrent quand même dans les on n'y va pas pour ça. Non. Pas beaucoup de gens qui souffrent, mais quelquefois, il y a des gens qui pleurent, effectivement. Mais ça libère. Il y a des gens qui crient, et ça arrive, effectivement, qui libèrent des choses, mais après, ils sont bien. Ben oui, de toute façon, c'est mieux de libérer ce qui nous encombre. Hein. Bon, Blanche, vous nous appellerez pour nous raconter quand vous reviendrez, d'accord ? Okay. Ça marche ? D'accord, ça marche. Bon ça va ? bonne émission. Elle a répondu à toutes vos questions, vous êtes sûre ? Oui, tout à fait, ça m'a rassurée. Bon. C'est intéressant hein, parce que ce que nous dit Blanche, ça m'a rassurée. On a entendu aussi tout à l'heure un peu ça. Oui. Ça fait, ça montre bien qu'on n'en parle pas très bien finalement parce que il y a toujours une peur. Moi, les questions qui se posent souvent, c'est est-ce qu'on doit être nu ? Bon, ça c'est une question que je trouve un peu bizarre. Mais alors, moi, je conseille aux personnes, enfin dans mes cours en tout cas, que les gens mettent des paréos. Le pareo, c'est très bien pour faire du massage, on est à l'aise et en même temps, on rentre dans une autre tenue comme si on était en vacances, si vous voulez. Donc, j'aime bien cette idée-là. Mais non, on vous demande pas de vous mettre nu. On peut faire des exercices sur la nudité. Oui, quelquefois, il m'est arrivé de faire des exercices sur la nudité en conscience. Mais on force jamais quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Ça, il faudrait déjà que vous vous rendiez compte que non, ça dans le tantra, on vous forcera jamais à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Donc vous n'avez pas à avoir peur. Et si on a envie de partir, on est toujours libre de partir, évidemment. Et quelquefois, il y a des gens qui veulent absolument se mettre nus et je leur remets au moins un paréo pour s'asseoir sur des coussins. Parce que c'est une question d'hygiène. Mais si vous voulez vous libérer, vous pouvez vous libérer. Mais c'est canalisé, c'est contrôlé, vous inquiétez pas. Personne ne va vous sauter dessus, personne ne va vous agresser et vous n'arriverez à rien que vous ne voulez pas qu'il vous arrive. Voilà, merci Blanche en tout cas, merci beaucoup. On va continuer comme tous les vendredis, nous allons interpréter le rêve de François qui nous rejoint dans un instant. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors j'imagine, Claire Delis, que ça vous arrive aussi de temps en temps d'essayer d'interpréter un peu le rêve de quelqu'un. C'est un exercice qui doit vous être familier. Il y a des personnes qui me demandent, je répète ça, qu'est-ce que ça veut dire. Donc oui, je sais. Bon, et bien François va nous raconter son rêve. Bonjour François. Bonjour Brigitte, bonjour Claire. Bonjour François. Oui, bonjour. Voilà, j'ai fait un rêve bizarre, mais bon, entre le bien et le mal, on va dire. D'accord. Donc c'est surtout la fin que j'ai vue. J'ai comme senti une très grande souffrance physique. Et les dernières images que je me rappelle, c'est que j'ai regardé mes mains. Et donc, ma main droite était tout atrophiée. Il manquait un doigt. Les 3 autres étaient raccourcis. Donc, elle était atrophiée, elle était jaune. Et bizarrement, j'étais content. Comme si je m'étais sorti de là très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Bizarrement. Et il manquait un doigt, lequel ? Le petit. Le petit doigt.
tout petit, la main était atrophiée. Et de suite, je pensais à faire plein de trucs. J'étais content de m'en sortir comme ça. D'accord. Et c'est tout ce que vous avez à nous dire de votre rêve, hein? À peu près, oui. Le tour, c'était blanc. La peau était jaune. Et je suis passé d'un extrême à l'autre, d'une très grande peur, d'une souffrance inexplicable. D'un coup, j'étais content de m'en sortir comme ça. Avec juste le petit doigt en moins. Vous avez fait ce rêve, vous avez souvenir de ce qui aurait pu se passer de difficile, de douloureux dans la journée qui précède le rêve? Non. Rien de spécial? Non. Rien de spécial. D'accord. Et alors, pour vous, le petit doigt, qu'est-ce qu'il symbolise? Franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Vous ne savez pas qu'est-ce que le petit doigt m'a dit? Non. Vous savez, je pense. Je peux dire. Oui, bien sûr, Claire, allez-y. C'est-à-dire que le petit doigt, normalement, c'est lié traditionnellement à la communication. Ah, je communique beaucoup, moi. Oui, mais ça peut aussi être, vous savez, cette expression populaire, mon petit doigt m'a dit. Oui, justement, c'est aussi la communication. Oui, bien sûr, mais c'est une communication qui n'est pas réellement dans la communication réelle. C'est une sorte. Et moi, j'ai l'impression quand même, quand vous parlez d'une souffrance physique terrible, c'est comme si. Alors moi, je vais vous donner l'intuition comme ça première qu'on pourrait faire de votre rêve, comme si tout d'un coup vous sentez, mais vous ne le savez pas, mais vous sentez que votre compagne aurait eu une relation peut-être, ou en tout cas quelque chose avec quelqu'un d'autre. C'est ça, oui. Malheureusement, c'est ça. Ah bah voilà. Bon bah écoutez, on interprète votre rêve, hein, c'est pas compliqué. Champion du monde, franchement. Non, pas du tout. Mais c'est mon petit doigt qui m'a dit. Le jaune, c'est la couleur des cocus. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, merci. Non, mais excusez-moi. Non, mais ce qui est intéressant, parce que encore une fois, interpréter le rêve, c'est pas toujours évident. Bon, la main droite, c'est le féminin. Donc, vous voyez, on a, et puis cette souffrance terrible que vous ressentez. Et puis bon, bah ça va. Il y a que mon petit doigt qui. Mais si, c'est une vraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre rêve vous montre à quel point vous souffrez, beaucoup plus encore que consciemment vous pensez souffrir. Il y a quelque chose qui fondamentalement s'est brisé en vous. C'est vrai, tout à fait. Et donc votre rêve, il faut le prendre comme quelque chose de bénéfique. Il vous dit, non, ne prends pas ça à la légère, François, ça t'a vraiment fait très très mal. Non, je comprends, tout à fait. Et donc il faut l'accueillir, cette souffrance, et puis elle va tout doucement, si vous l'accueillez bien, c'est-à-dire si vous acceptez vraiment de la vivre, cette souffrance, parce que souvent quand ça fait très 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 mal, on essaye de pas trop rentrer dans la souffrance. Mais si vous l'acceptez vraiment, cette souffrance, eh bien vous allez en faire quelque chose ensuite de positif. Alors pas tout de suite, hein, j'ai l'impression qu'il l'a vécu dans son rêve, la souffrance, donc c'est comme s'il la vivait dans son rêve pour pas la vivre dans la réalité, ou je sais pas, quelque chose comme ça aussi. Mais bon, je crois que Brigitte a tout dit là. Il y a rien. Voilà, c'était, on aurait dit une voyante. Il n'y a rien. Ah oui, elle a ses facultés. Non, un petit peu. Non, des perceptions, c'est des perceptions ouvertes, hein, simplement. Non, mais là où je devais faire attention, François, c'est que peut-être que vous ne le saviez pas, donc je ne voulais pas vous dire quelque chose. Mais vous le saviez. Hein. Oui, je le savais. Voilà. C'est ça qui vous. Mais quand vous racontez votre rêve, on n'est pas sûr que vous le savez. Donc on ne peut pas donner une information aussi douloureuse à quelqu'un qui, si vous ne l'aviez pas su. C'est pour ça que j'avais utilisé le conditionnel. Et finalement, pourquoi être content d'avoir... Finalement, j'étais content à la fin. Je regardais ma main, je pensais à ce que je pouvais faire avec. J'étais une espèce de soulagement. C'est bizarre. Mais parce que le rêve vous dit accepte de souffrir, tu t'en sortiras. Voilà, d'accord. Vous comprenez ? Ce rêve qui évidemment au départ est très douloureux, c'est quand même un rêve positif qui vous dit tu as la force quand même de sortir de cette situation terriblement douloureuse, mais tu arriveras à faire quelque chose malgré cette infidélité qui te fait tellement souffrir. Voilà, et puis je dirais même que ça veut dire qu'il y a aussi autre chose derrière qui va... Enfin, que ce passage, il était nécessaire, mais que quelque part, j'ai l'impression quand même que
vous le saviez déjà avant. Enfin, je sais pas comment dire. Oui. Hein, c'est comme si vous repoussiez cette échéance. Ça devait arriver en quelque sorte. C'est ça que je sens. Donc, voilà. Oui, c'est ça, ouais. Tout à fait. Donc François, ça va vous ouvrir sur d'autres choses après aussi, c'est ça que je sens. Donc François, même si c'est douloureux, même si vous souffrez, ça finira par en faire quelque chose qui vous fera grandir. Donc soyez confiants et faites-vous confiance. Merci. Voilà. Et merci de votre confiance en tout cas. Merci. Et continuez votre émission, c'est très bien. Bonne soirée. On va continuer François. Merci beaucoup. Une petite pause quand même, mais on va continuer et on se retrouve pour le Love Conseil. On va parler des cuisses serrées. Je ne sais pas si c'est une pratique tantrique, vous nous direz ça dans un instant, Claire Delis. Et ensuite, on va parler d'une sexualité qui n'est peut-être pas tantrique, mais quelque part si, je pense que vous allez vous retrouver, puisqu'on recevra Daniel Flumenbaum pour son livre qui vient de sortir, un très beau livre aussi. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, je ne sais pas si c'est une pratique dans le tantra d'avoir les cuisses serrées. On sait que de nombreuses femmes aiment faire l'amour en serrant les cuisses parce que ça leur rappelle des choses très très enfantines. Et c'est quelque chose qui parfois surprend les hommes qui ont tendance à penser qu'une femme doit ouvrir, doit donc écarter les cuisses pour être plus disponible. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il va avoir l'impression de la pénétrer plus profondément. Et je crois que ce qui est important à dire dans ce Love Conseil, c'est que pour beaucoup de femmes, les cuisses fermées, ça donne de meilleures sensations, non seulement au niveau du clitoris, mais également une meilleure manière de sentir le pénis de leur partenaire. Voilà, donc je crois que c'est vraiment important qu'il y ait d'abord un dialogue, parce que normalement dans la sexualité il faudrait qu'il y ait plus de dialogue, mais c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas un refus, hein, les cuisses qui se ferment, c'est juste une manière d'être et d'avoir envie, voilà. Et puis après, encore une fois, il faut peut-être quand même poser la question, parce que pour certaines femmes ça peut être une peur d'avoir mal ou avoir peur d'une pénétration trop profonde, et à ce moment-là c'est là où on voit l'importance de la communication dans le couple. C'est une façon pour la femme de contrôler aussi la pénétration. Donc, comme vous dites, ça peut être une façon de contrôler, mais aussi de mieux ressentir, ça, vous l'avez très bien dit. Mais c'est aussi la façon de contrôler la pénétration qui, effectivement, peut être soit trop brutale, soit trop profonde. Ça permet aussi de contrôler. Donc, c'est important de bien comprendre pourquoi ça se passe comme ça et ne pas interpréter à la place de la femme ce comportement. Bien sûr, et puis ça peut vraiment procurer une meilleure sensation. Et moi, je sais que ça arrive souvent qu'on resserre les cuisses pour justement mieux ressentir, mieux gérer. Et au contraire, l'homme devrait, je pense, plutôt aimer ça. Oui, mais dans le symbolisme, souvent l'homme croit que la femme doit s'ouvrir et doit écarter les cuisses. L'expression, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Quelquefois, on a besoin de recentrer notre énergie aussi. Donc, ça permet aussi de nous recentrer notre énergie et de ne pas se disperser trop, de resserrer aussi les cuisses. C'est un peu énergétique, hein, là, je parle. Oui, bien sûr. Donc, ce week-end, vous testez cuisses serrées, cuisses ouvertes, et puis vous pourrez ensuite faire un petit débriefing. Voilà, hein, c'est le Love Conseil du week-end. Communiquer. Lundi, nous serons avec Julia Palombe. On va revenir sur les fantasmes et notamment sur son spectacle. Profitez-en si vous avez des questions à poser à Julia Palombe. Elle sera avec nous durant ces 2 heures. Et puis tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Flumenbaum. Bonjour. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous. Alors vous avez un parcours assez passionnant. Hein. Vous êtes gynécologue, vous avez pratiqué la médecine chinoise, vous avez étudié l'alchimie sexuelle taoïste, la psychanalyse transgénérationnelle. Enfin bref, vous avez un parcours extraordinaire. Et je trouve que ce dernier livre qui s'appelle Accord et à cœur, hein, donc une sexualité pour soi et pour l'autre. C'est aux éditions Payot. C'est un livre un peu, j'allais dire, qui englobe tout ce qu'on devrait apprendre sur la sexualité aux êtres humains, et on gagnerait beaucoup. Alors si vous dites vrai, je suis très contente et très contente et très navrée de voir que ce livre serait encore un peu d'avant-garde, puisqu'effectivement
Si vous voulez, moi j'ai raconté les choses de mon expérience, de ma vie, ma vie vous de parlez beaucoup de vous dans ce livre, gynécologue, c'est vrai. de ma vie de femme, pour devenir de plus en plus qui j'étais, de plus en plus la femme qui pouvait être satisfaite d'être une mère et d'être une femme, et d'être une femme pour moi est quand même une femme adulte qui a du plaisir dans sa vie sentimentale, charnelle, sexuelle. Et ce plaisir sexuel est pour moi sa découverte, qui n'a pas été du tout précoce dans ma vie, puisque j'étais déjà mère, a changé ma vie, l'a rendue plus intelligente, plus vivante, plus intéressante. Donc je défends mordicus combien il est important de mettre des mots sur la sexualité humaine. De mettre des mots et de savoir la vivre et savoir en tirer les bénéfices, puisque c'est un bénéfice qui nous c'est une énergie, on en parle depuis 14 heures grâce au tantra. Mais ce qui est d'autant plus utile aujourd'hui, je pense, c'est que beaucoup de jeunes découvrent le sexe par la pornographie actuelle, qui est une pornographie très loin de ce qu'est la sexualité. Ça, c'est un désastre, j'ai envie de dire. Je suis d'accord. Malheureusement, l'éducation sexuelle qu'on reçoit à l'école n'est vraiment d'une nullité. Non, puis c'est déjà trop tard. C'est terrible. C'est trop tard. Oui. C'est déjà trop tard. Ça doit passer par la transmission de la famille. La famille doit être à l'aise pour témoigner de l'existence d'une sexualité future. Oui, mais quand on a des parents qui ne sont pas encore vraiment très... oui, mais enfin, vous savez, moi, alors ma génération disait c'est normal, les parents ne savaient pas. La génération d'après, celle de mes enfants, c'est encore pareil. Maintenant, celle de mes petits-enfants qui arrivent, ça veut dire ça bouge... Lentement. Mais peut-être quand même. Quand même. Non, absolument. Il y a eu cette libération sexuelle quand même dans les années 70 où vraiment, moi je sais pas, j'ai l'impression d'avoir bénéficié d'une liberté sexuelle. Oui, mais on est mais moi j'en ai complètement bénéficié, sauf que je ne savais pas la vivre. Alors j'en ai profité, c'était magnifique. J'avais toute une... ça serait très important de faire des écoles d'amour quand même. J'ai l'impression quand même qu'il y a encore tellement de choses à faire là-dessus. En tout cas, moi je milite pour que les parents sachent parler simplement d'une façon authentique à leurs enfants dans le premier cycle de construction, c'est-à-dire avant 7 ans. Ce serait l'idéal, mais ce que je crois... je parle de l'idéal. Oui, mais c'est totalement utopique, Daniel Flamenbaum, parce qu'ils ont tellement de problématiques sexuelles qui ne sont pas réglées. Comment ils peuvent parler de manière simple? De plus en plus. Moi, je trouve que les femmes qui font les ateliers oui, mais parce que déjà, si elles viennent faire vos ateliers, c'est qu'elles ont un petit pas d'avance. Mais elles existent. Oui, ces femmes existent. Oui, bien sûr, mais ça avance, on est d'accord, mais il y a encore du chemin. Il y a une chose que vous dites que je trouve très très jolie, ce n'est pourtant pas l'amour qui leur manque. Mais non, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est triste, parce que ils s'aiment et puis finalement ils vont se déchirer et finalement se quitter parce que leur sexualité ne va pas pouvoir s'harmoniser. C'est triste. Ils n'ont pas su dialoguer le fait qu'ils étaient chacun encombrés de leur propre histoire, de leur propre éducation, des deuils non faits, des séparations antérieures, et qui pourraient permettre, ou qui vont permettre, d'être vraiment ensemble. Ça veut dire, si on peut reprendre à son compte, chacun peut reprendre à son compte ce qui lui incombe et savoir que il faut parler de soi, il faut parler de l'autre, il faut pouvoir se dire ce qu'on en attend et nos rêves, nos fantasmes. Je veux dire, il faut mettre les choses à plat, parce que sinon, alors comment on peut faire? C'est trop difficile si on ne peut pas parler. En tout cas, votre livre donne des pistes. Il faut déjà apprendre à mieux comprendre si on a eu une mère avec un excès ou un manque, un père avec un excès ou un manque. Je suppose que ça aussi, on l'aborde dans le tantra. Qu'est-ce que vous en diriez, Daniel, Claire? Moi, ce que je dis, c'est que quand vous abordez la sexualité sur un niveau énergétique et plus seulement affectif,
Là, ça devient, on dépasse un peu les histoires de blessures, de passé, etc. C'est vraiment regarder pas seulement sur un plan affectif, mais passer sur un niveau énergétique. Si on est au niveau énergétique, on ressent. On est dans la sensation. Et alors, si on passe dans la sensation, on est passé à autre chose que le corps. On est dans la circulation de l'énergie dans le corps. C'est ça qu'on travaille en tantra. Donc on dépasse. Oui, c'est ce qu'on travaille en tantra. Mais monsieur, madame, tout le monde, de toute façon, sont pas dans leur énergie du corps. Enfin, je veux dire, l'éjaculateur précoce, il n'est pas dans son corps. Sinon, bien sûr que non. Sinon il serait pas. On est d'accord. Voilà. Sinon, il saurait. Et il saurait, et ça lui importerait d'apprendre. Vous savez, il faut quand même savoir que tout s'apprend. Tout s'apprend. On peut changer, et on peut devenir de plus en plus soi-même. On peut réaliser on peut s'extirper de nos blessures, de nos difficultés, de nos... On peut même les transformer en force, les blessures. Mais bien sûr, ça s'appelle des retournements pour moi. Quand on arrive à s'appuyer sur la difficulté que l'on a résolue, je dirais, ou entre... Mais on est actuellement, d'ailleurs, puisque vous parlez de ça, Daniel Flamenbaum, je trouve qu'on est quand même dans une société un petit peu victimaire. C'est-à-dire que on entend un peu beaucoup quand on a vécu des choses terribles. Je pense notamment aux abus sexuels, et malheureusement, j'en entends beaucoup trop. On a l'impression qu'on peut plus s'en sortir. Et je trouve que c'est là, moi, j'ai envie de vous dire que c'est complètement faux. Mais je suis d'accord. Mais mais c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire qu'on peut toujours apprendre à s'en sortir, à condition de ne pas se lâcher, de saisir qu'on est bloqué dans un système qui nous fait tourner en rond. Et le fait de tourner en rond, c'est ça qui nous fait devenir victime, puisqu'on tourne en rond dans sa souffrance, dans ses difficultés, dans ses douleurs, au lieu de prendre son destin en dans main. sa maladie. Voilà. Il est question de se demander de devenir, de s'autoriser à une liberté, d'oser ses prétentions, d'oser sortir de ce périple d'insatisfaction. Vous savez, dès qu'on est insatisfaite, on est enfermé. Bien sûr, mais voyez, moi qui écoute évidemment tous les jours des couples, très souvent quand la femme finit par se fermer à la sexualité, on entend... Moi, je dirais pas qu'elle finit, elle est fermée dès le départ, elle finit pas par se fermer. En général, elle accepte de la sexualité jusqu'à ce qu'elle ait eu les enfants qu'elle a envie d'avoir, pour quand même être mère. Et puis après, elle se ferme à la sexualité. Et très souvent, on se rend compte, même si c'est pas dit, et je ne me permets pas de le dire parce que je n'ai pas à dire des choses aussi violentes. Mais on se rend compte qu'il y a certainement eu des abus ou des mauvaises expériences qui ont fait que elle ne les a pas dépassés et qu'à un moment donné, elle Mais vous savez, moi, je dirais... C'est pas à l'homme, c'est pas à son partenaire qu'elle se refuse, c'est aux hommes. Mais c'est aux hommes, de par son histoire, de par l'histoire. Je veux dire, on n'a pas encore dépassé les interdits de jouir des générations précédentes, dont l'apogée était au 19e siècle. Mais ce que j'ai envie de dire particulièrement, c'est que moi, je veux appeler les abus, que ce soit des abus réels, des abus sexuels, des incestes, et aussi le manque de transmission. Je trouve qu'un manque de transmission est un abus de parole. Et un abus, c'est un abus. Je veux inclure le défaut de transmission sexuelle aux enfants comme un abus. À partir de là, on comprend mieux pourquoi on est complètement... Mais moi, je parle de moi. Moi, je ne savais même pas que la sexualité de plaisir existait dans ma vie. Mais je le dis, c'est pour ça que je suis encore devant vous.
Je ne l'ai pas encore on va faire digéré. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec Claire Delis et Daniel Flomenbaum sur justement cette ouverture à la sexualité pour laquelle je milite depuis pas mal d'années. Et peut-être que ça vous fera passer un excellent week-end. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes toujours avec Claire Delis, autrice, pardon, je vais me faire encore taper sur les doigts. Auteur de ce livre. Avec un E, ça marche pas ? Si, mais il faut dire autrice maintenant, ça fait, il faut être branché. Le couple tantrique, c'est aux éditions la Musardine. Et puis nous sommes également avec Daniel Flomenbaum qui nous présente ce livre qui vient juste de sortir aux éditions Payot, Accord et Hacker, un très très beau livre qui parle de la sexualité comme on devrait en parler tellement plus souvent. Oui, donc vous vouliez réagir, je crois, à ces questions d'abus et de ces secrets de famille aussi qui seraient des abus. C'était plus sur la victimisation, parce que vous avez parlé de sortir de la victimisation. Et moi, c'est ça que je voudrais mettre l'accent là-dessus, sur la conscientisation. Bien parce sûr. que comme on dit, la blessure, déjà, ça peut devenir une force, mais moi, je vois tellement de personnes qui restent toujours dans leurs histoires de blessures. J'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Je suis désolée, c'est une force. Prenez le courage, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que le courage est quand même une valeur que je trouve qu'on met pas assez à l'honneur dans nos sociétés. Et on souhaite toujours bon courage. Et je trouve que le courage, oui, mais bon courage pour supporter la vie, on nous dit ça. Tu vois, c'est comme une sorte de courage pour supporter la vie. Alors, moi, j'ai du courage. Le courage, c'est aller dans les choses. C'est dépasser. Je n'en doute point, Daniel. Moi, ce que je veux, c'est de la clarté d'esprit. Oui, mais c'est bien que vous mettiez l'accent là-dessus. Les femmes victimes et tout ça, c'est vraiment le courage. Il faut arrêter de se sortir toujours à la pauvre. Il faut qu'elles prennent leur force. Mais vous savez, quand elles n'ont pas de force, alors là, on peut revenir quand même. C'est souvent, elles n'ont pas eu de père. Elles n'ont pas eu le paternel propulseur, que ce soit celui de la mère ou celui du père. Et la force yang. Voilà, parce que là, quand une force masculine. Absolument. Il faut bien rappeler, et moi je suis assez, de temps en temps, j'essaye de dire que c'est quand même mieux d'être à deux pour élever un enfant. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'un enfant a besoin à la fois du symbolique maternel et du symbolique paternel, du symbolique féminin et du symbolique masculin, pour bien faire comprendre qu'en effet, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument une mère et un père, mais en tout cas c'est mieux, et s'il n'y a pas, il faut apporter l'image au moins pour que l'enfant puisse se construire avec ces deux repères. Ben voilà, un maternel contenant et soutenant est complètement indispensable, mais un paternel propulseur est indispensable. Ben sinon on reste enfermé. Et il faut quand même qu'on puisse dire à un enfant que la vie n'est pas seulement celle que la mère propose, le maternel propose. Et d'ailleurs, des enfants qui sont élevés trop dans du maternel fusionnel, généralement, n'ont pas une sexualité si... Ils ont une vie difficile dans la communication à l'autre. Alors, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Je sais même pas j'aurais envie de parler de beaucoup de choses avec vous, mais je crois que ce qui est important, donc, comme vous l'avez dit, c'est de bien transmettre à l'enfant que la sexualité, c'est d'abord du plaisir, en fait. Ce qui est finalement... Je dirais c'est du plaisir intérieur. C'est du plaisir, pour moi, intérieur. Et intérieur, ça veut dire que ça fait vibrer l'intériorité du corps pour le détoxiquer, pour l'animer, pour le rendre vivant, pour l'oxygéner. L'harmoniser, absolument. Un meilleur équilibre. Absolument. L'équilibrer, on est là vraiment complètement d'accord. Je veux dire, le plaisir, pour moi, c'est un plaisir sexué. Et ça veut dire, pour moi, sexué, ça veut dire que chacun des sexes peut s'ouvrir à celui qui le pénètre et qui sait en tirer les bénéfices parce que ça renforce. Si on sait accueillir de la force sexuelle du partenaire ou de la partenaire, on est plus en forme.
Exactement. Ah oui, là, on est tout à fait aussi dans ce que vous disiez sur le tantra. Et alors, il y a des choses que vous dites qui sont un peu contre l'air du temps, hein, notamment la sexualité ne s'initie pas de la même façon pour les hommes et les femmes. Si, ce que vous dites est juste, mais pourtant, on entend de plus en plus que un homme, une femme, c'est pareil, puis que vous savez, on peut toujours dire que c'est pareil, sauf que c'est pas pareil. Oui, je sais bien. Moi, je suis d'accord aussi avec vous, hein, que c'est pas pareil. Et alors, et ce qui est intéressant, justement, c'est d'être différent et complémentaire. Alors, si on est pareil, alors c'est pas, on s'apporte pas la complémentarité. Mais oui, mais vous savez qu'il y a une nouvelle mode là, anti-pénétration. Mais je vous ai entendu, mais vous savez, ça me blesse tellement parce que c'est comme si on redevenait des ados, des enfants. Je veux dire, anti-pénétration. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas agréable, tout le plaisir qu'on peut se procurer. On n'est pas obligé tout le temps de se pénétrer, on est d'accord. Mais de dire que c'est pas utile, ça me paraît quand même un peu embêtant. Non, mais c'est pas que c'est pas. Si c'est pas utile, ça veut dire qu'on ne devient jamais adulte. Pour moi, l'âge adulte, c'est la capacité de profiter un enfant. C'est dans l'enfance, on peut pas bénéficier de cet échange sexuel. Absolument. C'est seulement dans l'âge adulte. C'est un grand interdit qu'il faudrait qu'on respecte un peu plus. Oui, mon Dieu. Non, alors ça, bien sûr. Hein. Et puis vous parlez aussi des séparations. Et ça, c'est important parce que c'est un message positif que vous donnez dans votre livre. La séparation, bien sûr que c'est douloureux, mais c'est pas un anéantissement définitif de notre vie amoureuse. C'est même, je dirais que c'est aussi un peu ce qui construit... la maturité, la sagesse. Hein. Moi, je peux quand même commencer à parler de sagesse. Hein. Nous trois. Hein, voilà. C'est bon. et là, la séparation nous dévaste quand les séparations précédentes de celle qui est en train de se jouer n'ont pas été métabolisées, n'ont pas été digérées, n'ont pas été reconnus, ont été déniés. On a fait comme si de rien n'était, et puis nous voilà complètement dévastés parce que on est rappelé par des situations qui n'ont pas été reconnues, qui sont restées secrètes, et nous voilà à devoir... on ne comprend pas pourquoi on va si mal quand même. Je vais donner d'ailleurs un exemple qui va vous parler, Daniel Flamenbaum, puisque vous êtes psychanalyste également. Moi, je me souviens que mon ex-mari m'avait dit un jour, non, moi, le jour de la mort de ma mère, j'ai pas souffert. Ça m'a pas. Et le jour où il a perdu le chien que je lui ai offert, il était dévasté. Et j'ai essayé, mais il n'était pas très ouvert à la communication. J'ai essayé de lui faire comprendre que c'était la mort de sa mère qui revenait en boomerang. Qui se rejouait, qui pouvait se rejouer. Qui se rejouait, enfin pour moi ça me paraissait tellement évident. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on perd quelqu'un ou quelque chose même, si ça nous dévaste tant, c'est que ça parle aussi d'autre chose. C'est ça. Hein, ça veut dire que il y a comme un empilement. C'est ça. Et donc il est vraiment utile. De séparation non fait. Et donc il est vraiment utile d'y travailler parce que sinon ça va. Et chacun pour soi. Hein, le couple il peut pas. Oui, il me semble que c'est une maturité de savoir se séparer. Hein, c'est justement une preuve de maturité. Bien sûr. Et pour revenir au rôle de l'homme et la femme, moi, dans le tantra, on considère que l'homme, c'est centralisateur, la femme, c'est l'énergie. Donc l'homme, il centralise l'énergie de la femme, et la femme, elle est l'énergie qui s'exprime. Donc elle est aussi porteuse des mémoires qui vont se matérialiser grâce à l'homme, puisqu'il lui permet de révéler ses mémoires. Donc ce rôle masculin-féminin, ils sont quand même très, très vus dans le tantra. Mais ils sont contenus dans chacun de nous. Voilà, donc, on détient ces 4 énergies, ces 4 forces. Tout à fait. On a maternelle, le paternelle, féminin, masculin. On les contient. Mais pouvoir les matérialiser dehors, c'est aussi bien. C'est pour ça, c'est le rôle masculin. Bon, donc, moralité, pour conclure cette émission, nous sommes beaucoup plus riches que nous le croyons. Et donc, je vous invite vraiment tous ce week-end à exprimer votre énergie sensuelle, féminine, masculine. Et pourquoi pas, si vous avez... de vous y repérer. Oui. Et de savoir en jouir avec humour, avec dynamisme.
c'est un jeu quand même. Et plutôt que de lire des livres sur le wokisme, je vous conseille vraiment le livre de Daniel Flomenbaum, Accord et Hacker. C'est aux éditions Payot. Et si vous voulez en connaître plus sur le tantra, ça s'appelle Le couple tantrique. C'est aux éditions La Musardine et c'est de Claire Delis. Voilà. Je crois que je l'ai déjà dit. On parlera fantasme avec Julia Palombe. Si vous avez été voir son spectacle, eh bien, vous n'hésiterez pas. Vous viendrez en parler lundi. Et puis tout de suite, vous retrouvez comme tous les jours Alexandre Dolovan pour l'émission À votre écoute.